Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais vous présenter les cours qui concernent l'écologie et surtout le chapitre 4 qui s'intitule Le cycle de la matière et du flux de l'énergie dans un écosystème. Alors, commençons par une petite introduction. Alors, vous avez déjà entamé la notion de l'écosystème dans le premier chapitre. Alors, l'écosystème est caractérisé par une grande biodiversité, c'est-à-dire il contient beaucoup des animaux, des végétaux, etc. Donc, il est composé par le biotope qui constitue les facteurs abiotiques, c'est-à-dire le vent, la pluie, l'humidité, la température, l'eau, le sol, etc. Et constitue aussi de la biocénose qui constitue les facteurs biotiques, c'est-à-dire les êtres vivants, animaux et végétaux. Alors, vous avez entamé aussi les facteurs édaphiques et leurs relations avec la répartition des êtres vivants, et les facteurs climatiques aussi et leurs relations avec les êtres vivants. Donc, il y a une certaine interaction entre l'ensemble des êtres vivants et les facteurs édaphiques et les facteurs climatiques. Mais il y a aussi une interaction entre les individus entre eux, ce qui nous donne la notion des relations alimentaires. Vous avez déjà entamé la notion des chaînes alimentaires dans le cycle collégien. Donc ça me conduit à poser deux questions. Alors la première question, quels sont les types de ces relations? Et la deuxième question, comment s'organisent ces relations entre les êtres vivants dans le même écosystème? C'est-à-dire dans le même écosystème, comment ces relations s'organisent? Donc, la première partie concerne les relations trophiques entre les êtres vivants dans un écosystème, c'est-à-dire la relation entre les différentes espèces. Donc, les êtres vivants ne sont pas isolés les uns des autres, c'est-à-dire il y a des interactions entre les êtres vivants. C'est-à-dire il y a des relations. Il entre dans des relations qui peuvent être des relations qui apportent des inconvénients ou bien des relations qui apportent des avantages pour l'être vivant. Il y a aussi des relations interspécifiques, c'est-à-dire entre les individus des espèces différentes. Il y a aussi des relations intraspécifiques, c'est-à-dire des relations entre les individus d'une même espèce. Ça, ce sont une petite introduction pour déterminer ces relations. Donc, commençons par la première relation, c'est la prédation. Alors, comme vous voyez, il y a des photos qui représentent cette relation. Donc, le document 1, il représente un lion qui dévore un zèbre. Le document 2 présente une coccinelle adulte dévore chaque jour entre 120 et 150%. Et il y a aussi une menthe religieuse qui dévore un criquet. Donc, voici trois documents qui présentent la prédation. Donc la question, à partir des documents 1, 2 et 3, recopier et compléter le tableau suivant en utilisant les symboles plus. Il faut toujours signaler les mots principaux ou bien les indications principales pour l'effet favorable, c'est-à-dire plus pour l'effet favorable, et la signe moins pour l'effet défavorable, et 0 pour l'absence d'effet, c'est-à-dire il n'y a aucun effet sur l'être vivant. Alors copiez le tableau dans un cahier et essayez de répondre à la question. Vous pouvez arrêter la vidéo à un certain moment pour réfléchir.
Donc dans le tableau, on a le document 1, il y a le lion et les zèbres. Donc on a l'évolution des organismes lorsqu'ils sont réunis. Alors cette relation, on constate d'après le document 1 que le lion dévore le zèbre. C'est-à-dire que cette relation, elle est bénéfique pour le lion, mais elle apporte des inconvénients pour le zèbre. Pour le document 2, on constate que la coccinelle dévore les pourcents. Donc on peut déduire que cette relation elle est favorable pour la coccinelle, mais elle est défavorable pour les pourcents. Et dans le document 3, on a la menthe religieuse qui dévore un criquet. Donc cette relation apporte des avantages pour la menthe, mais des inconvénients pour le criquet. La deuxième question. Alors, on peut définir la prédation et on peut citer d'autres exemples. Donc, définir alors la prédation et citer deux autres exemples de cette relation. Prenez un temps pour réfléchir. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo. Donc, la prédation est une relation dans laquelle une espèce, c'est-à-dire le prédateur, tue et dévore une autre, c'est la proie. Donc, ça, c'est la prédation. Donc, la prédation, relation dans laquelle une espèce, qui est le prédateur, tue et dévore une autre, c'est-à-dire la proie. Donc on peut donner d'autres exemples. Vous pouvez aussi réfléchir à d'autres exemples. Par exemple, un guépard qui dévore une gazelle. En arabe, fahd, guépard, gazelle, ghazala. Donc ça, c'est le premier exemple. C'est un guépard qui dévore une gazelle. Le deuxième exemple, c'est l'aigle royal qui attaque un poisson. L'aigle royal, c'est-à-dire Nasr al-Dhahabi. Ce sont deux exemples pour cette relation. Passons maintenant à la deuxième relation, c'est le parasitisme. Les ténias, bien sûr Darija, Sinsa, sont divers qui ne possèdent ni appareil digestif, ni appareil circulatoire, ni appareil respiratoire, et qui peuvent atteindre 4 à 10 mètres de long dans l'intestin de l'homme. Donc, cet être vivant ne possède ni appareil digestif, ni appareil circulatoire, ni appareil respiratoire, et qui peuvent atteindre 4 à 10 mètres de long de l'intestin de l'homme. Voici des photos qui représentent les ténias. Donc, le document montre le cycle de vie de cette ténia. Donc, le ténia adulte, donc, elle attaque l'homme, c'est le premier hôte. Après, c'est le premier hôte de ténia, c'est-à-dire elle préfère l'homme. Donc, il y a un œuf qui avale des herbes et l'œuf libéré par des destructions de l'anneau et anneau rempli d'œufs, etc. Donc, le premier hôte de ténia, c'est l'homme. Donc, le ténia adulte se trouve par exemple dans l'intestin de l'homme. Alors, il y a les anneaux, c'est-à-dire les déchets de l'homme remplis par l'œuf de ténia et l'œuf libéré par destruction de l'anneau. Alors, l'œuf avale ces anneaux avec les herbes. Et voilà le ténia qui va transformer vers l'œuf. Donc les vésicules, il y a l'installation des ténias dans les vésicules dans les muscles de l'œuf. Et par la suite, l'homme peut manger la viande de l'œuf et voit transmission des ténias vers l'homme à nouveau. Et l'œuf représente la deuxième hôte de ténia. Donc la question, à partir des données, reconnaître l'hôte et le parasite parmi les espèces présentées dans cet exemple. Donc, on constate d'après le document que les ténias s'installent
que ce soit chez l'homme ou bien chez l'œuf. Donc on peut dire que l'hôte c'est l'homme ou bien l'œuf et le parasite c'est les ténias. Donc à partir de cela, on peut tirer la définition de parasitisme. Donc il y a donc un être vivant qui profite de l'autre, mais qui n'apporte rien à cet être vivant. Donc la première question, l'hôte c'est l'homme ou bien le bovin, le parasite c'est les ténias. Donc on peut définir le parasitisme comme une relation où une espèce, c'est le parasite, profite d'une autre espèce qui est l'autre en lui étant nuisible. Et ça c'est évident parce que les ténias sont nuisibles pour l'homme ou bien pour un autre être vivant. Autre exemple, il y a par exemple les poux qui sucent le sang des mammifères, le qamel. Et l'autre exemple, c'est il y a des champignons qui se développent à l'intérieur d'une fourmi. Donc, voici par exemple le pou, il suce le sang, donc il est nuisible pour l'homme. La même chose pour les champignons, ils se développent au dépend d'une fourmi, c'est-à-dire il est nuisible pour la fourmi. Pour la relation 3, c'est la symbiose. Donc pour étudier cette relation, on va donner un exemple. Donc les mammifères ruminants, c'est-à-dire diète mouchara, comme la vache, les brebis, etc., abritent en permanence dans leur panse une quantité impressionnante des bactéries. Donc il y a des bactéries dans ces êtres vivants. Donc le sucre digestif des ruminants ne comporte pas l'enzyme, voici, l'enzyme permettant la digestion. Donc il y a un enzyme qui manque chez les mammifères ruminants. Et cette enzyme, donc, c'est utilisé pour la digestion du cellulose. Les fourrages et autres aliments riches en cellulose servent à nourrir les bactéries. Donc, les ruminants ne comportent pas cette enzyme, mais les celluloses servent à nourrir les bactéries. 70% des besoins énergétiques de ruminants, ainsi que les protéines entretien provient des acides gras et des protéines bactériennes. Voilà l'intervention des bactéries. Donc en effet, ceci transforme le glucose provenant de la cellulose en acide gras avec libération d'énergie nécessaire aux bactéries pour synthétiser leurs propres protéines. Donc il y a les mammifères ruminants qui donnent l'énergie, mais les bactéries qui aident les mammifères à dégrader la cellulose. Donc, les bactéries dont les protéines sont de bonne qualité et les acides gras provenant de la cellulose sont ensuite utilisés par les ruminants. Donc, le tube digestif des ruminants, il contient plusieurs composantes, la panse, etc. Donc, il contient aussi des bactéries fixées à l'intérieur de la panse, dans cet endroit. Donc, la question, à partir des documents, complétez le tableau suivant en utilisant les symboles plus pour l'effet favorable, moins pour l'effet défavorable et 0 pour l'absence de l'effet. Donc, avec la même manière, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de réfléchir à la question. Donc, les espèces, on a le ruminant et la bactérie. Donc, cette relation, elle est favorable pour les ruminants est favorable aussi pour les bactéries. Donc il y a un échange de plusieurs avantages. Donc à partir de cela, on peut définir la symbiose. Donc la symbiose est une relation trophique sous forme d'une association intime, c'est-à-dire durable et obligatoire, à bénéfice réciproque, c'est-à-dire les deux êtres vivants bénéficient de cette relation entre deux organismes appartenant à des espèces différentes. Donc il faut que les espèces intervenant dans cette relation appartiennent à des espèces différentes. Donc un autre exemple, par exemple, dans l'intestin de l'homme, il y a une bactérie qui s'appelle Escherichia coli qui aide l'homme
dans la digestion de quelques aliments, et aussi l'homme donne l'énergie et plusieurs composants pour la bactérie. Il y a aussi la compétition. Donc, afin de mettre en évidence cette compétition, on peut réaliser d'autres expériences. Par exemple, il y a le radis et le blé. Le figel, c'est le radis. Donc, on a trois champs. Champ 1, champ 2 et champ 3. Donc, le champ 1, ils ont cultivé juste le radis. Donc, on observe que la masse moyenne est 20 grammes par mètre carré. Dans le deuxième champ, ils ont cultivé juste le blé. Donc, on observe que la masse moyenne est très élevée, et 450 par mètre carré. Dans le champ 3, ils ont cultivé les deux cultures, donc c'est-à-dire le radis et le blé. Donc, on peut constater que la moyenne de la masse du blé a diminué de 450 grammes par mètre carré à 270 grammes par mètre carré. Alors que pour le radis, la masse moyenne elle est augmentée de 20 grammes par mètre carré à 80 grammes par mètre carré. Donc, la question, à partir de l'exploitation du document 2, définir la compétition, et la deuxième question, c'était un exemple de la compétition. Toujours, il faut essayer de lire attentivement les données et essayer de comprendre ces données afin de tirer plus d'informations pour formuler les réponses. Donc, on constate que la question, il nous est dit, à partir de l'exploitation du document, définir la compétition. Donc, on peut constater que quand on cultive juste le radis, la masse moyenne est très faible. Pour le blé, si on cultive le blé tout seul, donc on constate que la masse moyenne est très élevée. Mais lorsqu'on cultive les deux cultures dans un même champ, donc on constate qu'il y a une augmentation de la masse moyenne chez le radis, mais en contrepartie, il y a la diminution de la masse moyenne du blé. Donc on peut constater qu'il y a une certaine compétition. Donc à partir de cela, on peut définir que cette relation, c'est-à-dire la compétition sur les sources de la nutrition. Donc d'après le tableau, on peut constater que le champ A où le radis est cultivé tout seul, la masse moyenne est faible. Le champ 2 où le blé est cultivé tout seul, la masse moyenne est élevée. Le champ 3 où le radis et le blé sont cultivés, la masse moyenne du blé a diminué, tandis que celle du radis a augmenté. Donc on peut dire qu'il y a une compétition entre le blé et le radis sur les éléments nutritifs. Donc la compétition est une relation entre des espèces qui ont besoin des mêmes ressources, c'est-à-dire nourriture, ou bien l'eau, territoire, etc. Donc il y a une compétition. L'une des espèces tirera profit des ressources disponibles dans le milieu plus que l'autre. C'est la nature de la compétition. Par exemple, la compétition des plantes herbacées pour la lumière en milieu forestier. Puisqu'il y a des arbres, des grands arbres, donc il y a une compétition pour utiliser la source lumineuse dans ce milieu. Il y a aussi le commensalisme. Donc, par exemple, il y a la baleine, qui est une espèce de crustacé qui se fixe sur le dos de certains animaux, par exemple comme les baleines. Et la tortue marine sans pour autant lui nuire, c'est-à-dire il ne cause aucun effet néfaste. Donc il est ainsi mieux protégé de la prédation, c'est-à-dire ces baleines sont mieux protégées contre les prédateurs que celles étaient attachées à un rocher. C'est-à-dire elle est protégée si elle est attachée à un être vivant plus que si elle est attachée à un rocher. Du plus, comme elle se nourrit par filtration de l'eau, elle a un meilleur accès à la nature quand son hôte se déplace. C'est-à-dire si l'hôte se déplace, donc elle va attirer le plus de nourriture. Voici les photos qui représentent ces baleines qui se fixent sur le dos d'un être vivant marin. Donc la question, à partir des données, de ces données,
définir à partir de ces données le commensalisme. Donc le commensalisme est une relation entre deux espèces dont une seule tire profit sans pour autant nuire l'autre. Par exemple, le chacal vient de se nourrir des restes de proie laissés par les lions. Donc elle profite de proie laissée par le lion, mais elle ne cause aucun effet néfaste pour le lion. Ça, c'est le commensalisme. Et la dernière relation, c'est le mutualisme. C'est-à-dire, par exemple, les pecs-bœufs cherchent leur nourriture sur les mammifères domestiques et les mammifères sauvages. Parmi ces mammifères sauvages, on trouve les girafes, par exemple. Les girafes sont piquées par toutes sortes d'insectes parasites comme les tiques, les puces et les poux. Donc, par leur constitution, elles ne peuvent pas se débarrasser de leurs parasites. Donc, elles viennent alors en harmonie avec les pics-bœufs qui, eux, se nourrissent de tous ces insectes et en débarrassant le mammifère entièrement. C'est-à-dire à la fois, donc c'est le but des pics-bœufs, c'est de tirer la nourriture. Et ce n'est pas d'aider la girafe à se débarrasser de ces insectes ou bien de parasites. Donc, on peut définir à partir de ces données le mutualisme. Donc, le mutualisme est une relation de coopération. Donc, il y a une coopération où deux espèces retirent un avantage qui peut être lié à la protection. C'est-à-dire, les pics-bœufs protègent la girafe contre les parasites, au déplacement ou alimentation. C'est-à-dire, il y a des êtres vivants qui aident d'autres à se déplacer, ou bien les pics-bœufs s'alimentent en utilisant les parasites qui se trouvent sur la girafe. Par contre, cette relation n'est pas essentielle à la survie des deux espèces. C'est-à-dire, si les pics-bœufs n'ont pas mangé les parasites, donc la girafe peut survivre aussi. C'est une relation à bénéfice réciproque. Par exemple, le petit carabe qui vit dans la moule reçoit protection, c'est-à-dire il y a la protection, voilà le bénéfice, et nourriture. Tandis que l'intérieur de la moule est nettoyé par le carabe. Donc il y a un bénéfice réciproque. Cependant, l'un et l'autre peuvent vivre séparés. C'est-à-dire il n'est pas obligatoirement que le carabe et le moule vivent ensemble. Donc voilà, en résumé, vous pouvez copier ce tableau récapitulatif et vous pouvez le compléter. Et comme vous voyez ici, vous avez les différentes relations trophiques et vous avez l'espèce A, l'espèce B. Donc on va compléter le tableau par plus si la relation est favorable pour l'espèce A ou bien l'espèce B et par la signe moins si la relation est défavorable pour les espèces. Et on va déterminer aussi si la relation est obligatoire ou non. Donc prenez le temps de réfléchir. Commençons par la prédation. Donc elle est bénéfique pour l'espèce A, mais elle est non bénéfique pour l'espèce B. Et c'est une relation non obligatoire. Pour le parasitisme, elle est favorable pour l'espèce A et non favorable pour l'espèce B. Et c'est une relation obligatoire parce que le parasite ne peut survivre que dans l'hôte. La symbiose est une relation bénéfique pour l'espèce A et pour l'espèce B et aussi c'est une relation obligatoire entre les deux espèces. La compétition, elle est défavorable pour l'espèce A et aussi défavorable pour l'espèce B et aussi une relation non obligatoire. Pour le mutualisme, c'est une relation bénéfique pour l'espèce A et aussi bénéfique pour l'espèce B, mais c'est une relation non obligatoire. Pour le commensalisme, c'est une relation bénéfique pour l'espèce A, mais elle n'apporte aucun avantage pour l'espèce B. Et c'est une relation non obligatoire. Donc voilà, on a arrivé à la fin de ce cours.
Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires et à la prochaine dans un autre cours, Inch'Allah.